Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1087 de One Piece. Parce que les amis, ce matin, je me suis connecté sur Twitter ou sur X, t'appelles ça comme tu veux. Et je suis tombé sur ce fameux message. Attendez, je suis censé croire que le vrai Mihawk n'est pas le plus fort au monde. Donc le plus fort de tout One Piece. Et c'est là que je me suis dit, oh regardez, la photo de S-Hawk. Donc je suis allé regarder l'épisode 1087 de One Piece et force est de constater que il a raison les amis. Mais il faut le dire, Mihawk est le plus puissant de tout le monde de One Piece. Mihawk a tué Roger à God Valley, il a tué Zebek à God Valley. Mihawk est le plus puissant de tout le verse de One Piece. Il a tué Zebek à God Valley et avec son haki du poison, son haki venin, il a empoisonné Roger qui est mort 3 ans plus tard à cause de Mihawk tout simplement. Donc Mihawk est le plus puissant de tout le monde de One Piece et on va finalement regarder cet épisode pour analyser et voir si effectivement c'est le cas. Donc cette personne a raison. Donc avant de commencer cette petite review, instant auto-promo, bien évidemment, Wolfus, mon manga qui sort le 31 janvier sur Manga Draft. Donc sois au rendez-vous, note-le sur ton agenda. Donc ce sera sur Manga Draft, ce sera gratuit et légal, donc tu pourras te faire plaisir. Mon manga Wolfus que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri le 31 janvier 2024. Donc on est là exprès pour la review de l'épisode 1087 de One Piece. Si t'as pas vu l'épisode, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras le voir sur Voir Anime. Évidemment on est des pirates, on regarde pas ça légalement, donc c'est gratuit aussi là-bas, même si ce n'est pas légal, on ne sait pas trop, mais voilà, c'est parti. Bon, déjà, le début, on a un Shanks qui raccompagne Marco le Phénix, qui est un premier commandant de Barbe Blanche, on se le rappelle. Pourquoi est-ce qu'il le raccompagne? On ne sait pas trop, mais il cherche a priori à le recruter dans son équipage. Donc Marco qui refuse, il dit non, j'ai pas que ça à faire de m'occuper des bébés. Il considère que Shanks est un peu un bébé, donc il veut pas jouer des babysitters parce qu'on sait que voilà, Marco le Phénix est plus âgé que Shanks. Et qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ça signifie qu'en réalité, Shanks est assez immature dans sa manière de faire, ce qui fait un parallélisme avec Luffy, parce qu'il y a un lien entre Shanks et Luffy, comme on peut le constater. Et finalement, Luffy, on le voit plus tard, il dit à Yamato, est-ce que tu veux me rejoindre pour jouer aux pirates? Parce que pour lui, c'est un jeu. Donc, Shanks, a priori, se comporte pareil et prend la piraterie un peu pour un jeu. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'un premier commandant pour le remettre en place quand il va trop loin, pour rester un peu plus terre à terre, parce qu'en général, les premiers commandants sont des mecs qui ne rigolent beaucoup moins, un peu comme Zoro, qui remet parfois en place Luffy, qui dit non mais là t'es quand même un Yonko, il faut que tu sois sérieux, il faut que tu te comportes comme un grand homme. Et est-ce que ce serait pas un peu pareil par rapport à Shanks? C'est ce qu'a voulu sous-entendre Marco le Phénix. Et pourtant, on voit bien que dans l'équipage de Shanks, il y a quand même Ben Beckman. Pourquoi est-ce qu'il veut recruter un premier commandant comme Marco le Phénix alors qu'à côté il y a Ben Beckman? Alors certes, c'est pour renforcer son équipe. Mais pourquoi est-ce qu'un nouveau venu atteindrait directement le poste de premier commandant alors que ça fait un moment que Ben Beckman est premier commandant? Ça fait un peu mal d'un point de vue de l'ego de Ben Beckman, normalement, si on te prend ta place du jour au lendemain comme ça, alors que ça fait depuis des années qu'il est à ce poste, avec ses services assez incroyables, parce que c'est quand même le plus intelligent de One Piece, d'après ce qu'ils disent. Donc on voit quand même qu'avec son gun, il a neutralisé Kizaru, on voit que c'est quand même un grand homme, ce fameux Ben Beckman. Alors pourquoi est-ce que Marco le Phénix, dès qu'il rejoindrait l'équipage de Shanks, deviendrait le premier commandant? Donc moi je pose la question comme ça, mais j'ai ma théorie évidemment. C'est qu'en réalité, Shanks a perdu son premier commandant qui n'était autre que Mihawk, ce qui ferait le parallèle par rapport à Mihawk, par rapport à Zoro, et que Shanks a le même parallèle par rapport à Luffy. Et c'est pour ça que plus tard, dans One Piece, Zoro, une fois qu'ils auront trouvé le One Piece, va quitter l'équipage de Luffy. Ils seront en embrouille et que finalement, par défaut, on va présupposer que c'est Sanji, l'homme le plus intelligent de l'équipage de Luffy, qui va atteindre le poste de Ben Beckman, le parallèle, tu vois. Ce n'est qu'une théorie, voilà, mais c'est pour ça que je le répète, Mihawk était le second de Shanks, petite théorie que je place là, tranquillement, mais c'est vrai que là, factuellement, on peut se poser des questions,
pourquoi Shanks veut recruter Marco le Phénix et pourquoi il atteindrait directement le poste de premier commandant alors qu'il y a déjà Ben Beckman. Grosse question. Mais bref, on voit qu'effectivement, Shanks fait le forceur pour essayer de recruter Marco le Phénix. Et on se rappelle que Luffy, c'était un peu pareil avec les membres de son équipage. On rappelle que Luffy a fait le gros forceur pour recruter Zoro. Il a fait parce que Zoro était attaché, voilà. Zoro lui a dit dégage, j'ai pas envie de te voir, je suis chasseur de primes. Mais Luffy l'a sauvé, il a insisté, il voulait absolument qu'il rejoigne l'équipage. Pareil pour Sanji qui voulait rester dans son bateau à cuisiner. Même son chef Zef voulait qu'il parte, mais en fait Luffy a insisté. On voit que c'est un gros forceur, même pour Chopper. Chopper qui était médecin, mais Luffy avait absolument besoin d'un médecin, donc il a insisté pour Chopper. Même pour Nami. Nami, rappelez-vous, elle a dit non, t'occupe pas de mes affaires. Moi avec Arlong, on a des problèmes. Voilà, c'est pas tes histoires. Dégage, je veux pas faire partie de ton équipage. Et Luffy a insisté pour que Nami rejoigne l'équipage parce qu'il avait absolument besoin d'une navigatrice. Mais là, pour Yamato, il a pas fait le forceur. Là, il a dit, bon, Yamato, rejoins l'équipage. Yamato a fait, non, je veux rester à Wano, laisse-moi tranquille. J'ai besoin de rester ici pour protéger Mononosuke, parce qu'on se rappelle que l'amiral, qui s'est pris une clim par Shanks, oui, il faut dire les termes. C'était la plus grosse clim qui était arrivée. Bah finalement, Yamato va rester sur Wano. Et Luffy ne va même pas forcer. Alors comment ça se fait normalement, la mentalité de Luffy, c'est vraiment de faire le gros forceur pour recruter des membres dans son équipage. Moi, je pense que tout simplement, c'est parce qu'il n'y a plus de rôle à proprement parler au sein de son équipage, qui est indispensable. Parce qu'une navigatrice, un médecin, un cuisinier, ça, c'est les besoins primaires dont avait besoin Luffy pour son équipage. Même un musicien, même, ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais là, Yamato, si elle rejoint l'équipage, quel rôle elle aura? À part peut-être le rôle du conteur, un peu au parallèle à Oden, elle pourrait écrire l'histoire de Luffy, mais bon, comme elle n'était pas là au début, comment elle ferait pour raconter l'histoire du début? Ça voudrait dire qu'au sein du navire, il y aurait quelqu'un qui va lui expliquer à chaque fois qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'était passé. Donc ce serait pas une véritable histoire qu'elle a vécue, qu'elle raconterait d'elle-même. Mais bref, ça c'est une théorie. Enfin bref, là d'un point de vue scénaristique, on voit que Oda ne voulait pas de Yamato. Peut-être était-il lui aussi sur X, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et s'est dit non, je ne veux pas de Yamato parce que le monde ne veut pas d'elle. Voilà. Donc finalement, Yamato qui reste à Wano. Moi je suis assez déçu, je me suis pris une clim, moi aussi je m'étais engagé pour dire en théorie qu'elle allait rejoindre l'équipage. Bah finalement non. Pourtant il y avait plein d'indices qui indiquaient qu'elle allait le rejoindre, mais finalement non. Bon, bref, passons à la suite. Évidemment, le plus important, qu'est-ce qui s'est passé à Amazon Lily? Donc, on a cette fameuse histoire qui est racontée par Boa Hancock. Donc, on voit que la marine avait débarqué dans un premier temps. On voit qu'il y avait le grand héros de la marine qui était parmi la place, niveau héros, ça veut dire le niveau de Garp, ça veut dire le niveau de Don Shinjao. C'est quelqu'un qui ne plaisante pas, c'est quelqu'un qui est héroïque, c'est quelqu'un qui représente grand chose au sein de la marine. Je veux bien parler de Kobe qui est capable de faire des grandes choses, évidemment, puisqu'il a le rôle du héros. Donc quand on dit héros, c'est quelque chose d'incroyable normalement. Et pourtant, ce qu'il va faire sur cette île n'est pas grand-chose. Bon, voilà, on voit débarquer sur Amazon Lily, on voit que la marine est en difficulté, on voit que les marines random avec leurs fusils ont du mal à lutter contre les Amazones d'Amazon Lily, qui fait un parallèle par rapport à l'histoire de les Amazones, les fameuses femmes qui étaient sur leur île où il n'y avait pas d'autres hommes et qui étaient des guerrières. Donc là, on ressent vraiment la puissance qu'elles ont. On voit bien qu'une archère arrive, décoche une flèche et qu'un marine sort son bouclier, mais voilà, il se fait repousser malgré le fait qu'il se protège. Donc la force de base des Amazones est plus forte, plus puissante qu'un simple marine qui pourtant est entraîné à être soldat. Donc ça en dit long par rapport aux membres de la marine, mais on voit que la marine a des ressources et font appel forcément à cette nouvelle génération de pacifistas. On voit débarquer une sorte de Boa Hancock, mais miniature. On a une espèce de clone, on ne sait pas encore à cette étape de l'histoire qu'est-ce qu'elle est vraiment, mais qu'on peut constater qu'elle met à mal toutes les Amazones, parce que non seulement elle a le même visage que Boa Hancock, du coup les gens sont perturbés, n'osent pas l'attaquer parce que ça
forcément, tu as des liens par rapport à leur impératrice. Ils se disent, voilà, oh non, on peut pas attaquer notre chef. Mais en plus, on voit qu'elle est extrêmement puissante et qu'elle a hérité en plus des pouvoirs des pacifistas également. Elle peut envoyer des rayons laser. Et voilà, donc on voit qu'elle met à mal vraiment les Amazones. Mais en parallèle, on voit qu'il y a Barbe Noire qui débarque, qui lui aussi convoitait les pouvoirs de Boa Hancock, parce que on sait que voilà, la marine a levé la protection par rapport aux Shichibukai qui étaient à leur service, et que finalement, puisque cette barrière est levée, on voit qu'un empereur Yonko Barbe Noire qui débarque et qui veut le pouvoir de Boa Hancock, donc il s'apprête à attaquer l'île. Donc on voit vraiment que là on est dans une bataille royale, on est vraiment là, chacun pour sa gomme. Donc Barbe Noire qui débarque, il y a des marines qui sont face à lui, la marine qui demande au QG de la marine, est-ce qu'on attaque Barbe Noire? Et qu'en réalité, finalement, il ne reçoit pas l'instruction d'attaquer Barbe Noire, tout simplement parce que Barbe Noire est Yonko. Et rappelez-vous l'équilibre des puissances dans le monde de One Piece. On rappelle qu'un Yonko, donc avec tout son équipage, est l'équivalent de la puissance militaire du QG de la marine. Ce qui fait que si jamais la marine déclare la guerre, attaque un Yonko, ça voudrait dire qu'il y aura des représailles et que finalement le Yonko pourrait s'attaquer directement à la marine, ce qui fait que le QG de la marine serait très mal en point. On sait que les pertes seront colossaux, que ce soit du côté des Yonko, du Yonko plutôt, et du côté du QG de la marine, parce que forcément, s'ils sont de niveau équivalent, si les deux sont amenés à s'affronter et à faire une guerre, les pertes des deux côtés seront énormes. Donc par rapport aux écrits des guerres, tu sais que dès que c'est de même puissance, normalement c'est censé durer très longtemps et que les pertes seront colossaux des deux côtés. C'est pas comme si il y avait un emplacement particulier où ils sont plus puissants que l'autre de beaucoup. Parce que en général, quand tu as une armée beaucoup plus puissante, par exemple si le QG de la marine était 4 fois plus puissante qu'un simple Yonko, qu'un simple équipage de Yonko, il aurait pu raser l'équipage Yonko avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, puisqu'ils sont 4 fois plus puissants, donc il n'y aurait pas beaucoup de pertes. Or, s'ils sont à peu près de même puissance, là, les pertes seront colossaux. Donc c'est pour ça que la marine, le QG de la marine, a peur d'affronter Barbe Noire et ne donne pas l'ordre de les attaquer. Voilà, donc il n'empêche que finalement, Barbe Noire ouvre les hostilités et utilise le pouvoir de Barbe Blanche parce qu'effectivement, il a volé le fruit de Barbe Blanche. On se rappelle que désormais, il a 2 fruits et que les caractéristiques de Barbe Noire sont particulières parce qu'il est capable de manger plusieurs fruits de démons. Donc, il en a 2. Est-ce qu'il peut en manger un 3e? Il a déjà un Paramecia et en plus, il a celui qu'il avait à l'initiale, le trou noir qui représente un Logia. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas finalement... est-ce qu'il ne serait pas en recherche d'un Zoan? Bon, petite question comme ça que je pose, mais il n'empêche que il frappe sans hésiter des petits soldats de la marine, et donc la marine qui riposte en faisant appel à leur fameux pacifista nouvelle génération, donc Mini Mihawk, S-Hawk, qui débarque et qui nous montre à quel point Mihawk est puissant, parce qu'il arrive à rivaliser avec le fameux Barbe Noire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mini Mihawk, qui n'est autre que Mihawk en étant enfant, sachant qu'un adulte est 10 fois plus puissant qu'un enfant, ça voudrait dire que Mihawk est 10 fois plus puissant que Barbe Noire, ce qui signifie que Mihawk est le plus puissant de tout l'univers de One Piece. Donc on a finalement... non, je déconne. Évidemment que non, ce n'est pas ce qui a voulu été raconté. Là, je suis désolé pour les pro-Mihawk, mais là, vous m'avez eu. Vous avez dit que Mihawk est le plus puissant parce que S-Hawk nous montre qu'il est plus puissant que Barbe Noire. Non, parce que qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que par rapport à Mihawk, déjà S-Hawk, il a des caractéristiques boostées par exemple, les ailes de Lunarian. On voit qu'il y a des flammes, il est capable de devenir indestructible à un moment donné. Voilà, on voit qu'il a aussi des capacités de lancer des rayons laser qui est propre au pacifista, ce qui signifie qu'en fait, ce clone, cette expérience, S-Hawk, est un clone de Mihawk, mais amélioré. Ce qui veut dire que son niveau est peut-être même supérieur à celui de Mihawk. Parce que si tu te débarrasses des Shichibukai,
Pourquoi tu t'en débarrasses si tes expériences que tu as menées finalement ne sont pas plus puissantes que les originaux? Donc là, pour moi, non seulement S-Hawk est plus puissant que Mihawk, mais en plus, il arrive à rivaliser avec Barbe Noire un petit peu, et finalement, il s'arrête. Tout comme l'original, il a demandé à Barbe Noire de reporter le combat, car il sait très bien qu'il allait perdre. Tout comme Mihawk savait qu'il allait perdre contre Vista. Donc tout simplement, la suite de l'histoire, c'est que Boa Hancock sort de sa cachette, elle arrive, elle neutralise pas mal de marines et des hommes de Barbe Noire grâce à son pouvoir qui les transforme en pierre. Là, ça représente vraiment la puissance de Boa Hancock. On voit que c'est vraiment une Shichibukai, on voit vraiment qu'elle a une prime d'1 milliard, c'est quelqu'un de très dangereux. Et finalement, même le héros de la marine, Koby, qui est sur place, lui par contre, qui est plus puissant que tous les autres, parce que finalement ne se transforme en pierre, se confronte directement à Boa Hancock, et Boa Hancock qui débarque, qui saute, qui met un gros coup de pied sauté, qui est sur le point d'achever Koby, qui est déjà en sang, on ne sait pas pourquoi, mais elle est là, non, mince, je suis foutu, Boa Hancock est plus puissante que moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Koby a le statut de héros de la marine, tout comme Garp, et que les deux ont le niveau de Don Chinchao, puisqu'ils ne sont pas aussi puissants que ça. Donc ils sont en dessous du pouvoir de Boa Hancock. Donc Boa Hancock qui est plus puissante que Koby. Mais on voit que là, le niveau Yonko, Barbe Noire qui débarque et qui prouve à tout le monde que le niveau Yonko, c'est pas de la plaisanterie. Il attrape Boa Hancock, il la neutralise. Donc ça voudrait dire que Barbe Noire est plus puissant que Boa Hancock, qui est plus puissante que Koby, qui est l'équivalent de Garp. Donc ça veut dire que c'est ça les niveaux de puissance, les amis. Ça veut dire que Barbe Noire, c'est un Yonko. Il n'est pas là pour rire. Il attrape Boa Hancock, il neutralise ses pouvoirs. Elle ne peut plus rien faire. Et même ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'elle se fait étrangler, donc elle a du sang qui coule, mais elle n'arrive plus du tout à bouger. Non seulement ses pouvoirs sont neutralisés, mais en plus, elle se décide donc de négocier parce qu'elle sait qu'elle est moins puissante et qu'elle ne pourra rien faire face à Barbe Noire. Donc elle dit, si jamais tu me tues, ça veut vraiment dire que Barbe Noire est beaucoup plus puissant. Tu ne retrouveras jamais tes amis qui ont été transformés en pierre. Donc elle joue la carte de la négociation. Donc là, on voit très bien qu'en termes de puissance, Barbe Noire, c'est un Yonko. Il est capable de rivaliser avec les autres Yonko et qu'il est capable de détruire carrément Amazon Lily, capable de détruire un vice-amiral et en plus Koby, un héros. Donc on voit qu'à lui tout seul, voilà, il prend tout le monde. C'est vraiment le niveau Yonko. Et c'est intéressant de voir aussi que Koby, face à l'ampleur de la puissance d'un Yonko, il reste figé et il ne fait rien. Parce qu'il voit que sous ses yeux, Barbe Noire attrape Boa Hancock et il reste figé face à un géant. Hein, parce que finalement, c'est ça, c'est un géant. Il est bien plus puissant. Et on voit aussi que son fruit du démon a fait peur à S-Hawk qui, finalement, là, ils sont là. Tout le monde est là. Il y a S-Hawk, il y a Mini Boa Hancock, il y a la grande Boa Hancock, il y a Koby, mais ils sont tous intimidés par la grande puissance de Barbe Noire qui étrangle Boa Hancock et que tout le monde reste figé, paralysé par la peur et ne feront rien. Donc on va voir qui va arriver pour essayer de sauver Boa Hancock. Nous, on a déjà vu les scans, on sait déjà ce qui va se passer. Mais voilà, suspense par rapport à ceux qui regardent que les épisodes. Mais les amis, épisode super intéressant, super cool. Mais pour moi, la conclusion, c'est que Mihawk n'est pas niveau Yonko. C'est qu'une fois de plus, ils nous ont démontré que S-Hawk est plus faible que Barbe Noire. Et en plus, il est plus fort que Mihawk parce que c'est un Mihawk amélioré. Donc, de ce fait, Mihawk est en dessous de niveau Yonko. Donc voilà, ma conclusion évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, et pour terminer, je dirais tout simplement que, petit rappel par rapport à ma théorie, le One Piece c'est forcément le chapeau de paille. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.